J'ai la chance de commencer ce débat parce que je suis auteur de la proposition qui est en étude. Je voudrais dire, Monsieur le Président, qu'à écouter le rapport tout à l'heure, chacun a noté quand même clairement que la proposition de loi soumise à notre appréciation ne viole aucun des fondamentaux de la Constitution de notre pays. Ça veut dire que son enjeu ne fait aboutir ni à une révision opportuniste qui devait amener ce que les gens disent qu'ils déplorent dans les autres pays qui nous entourent ou qui sont loin de nous, c'est-à-dire parfois les prolongations de mandat, mais un simple réglage au niveau de notre Constitution constatée et auquel des solutions ont été proposées. Encore une fois, cette proposition est individuelle et donc appelle normalement à l'échange entre tous les députés, indépendamment de leur groupe parlementaire, mais je sais très bien que quand il s'agit de l'Assemblée, il s'agit de la politique et chacun peut voir le diable là où il n'y a rien. C'est pour cela que je pense que la recevabilité qui est notre préoccupation d'aujourd'hui de cette proposition de loi devrait être quelque chose qui devait être accordé parce que le contenu de ce qui est là n'est que des propositions, des idées. Mais en vérité, les débats auxquels nous avons assisté sur les canaux de télévision, dans les débats avec nos collègues, dans les coulisses, il y en a beaucoup qui condamnent déjà, comme si c'était une idée déjà adoptée à l'Assemblée et qui devait s'imposer à quelqu'un. Or, l'exercice consiste à se pencher dessus, juger chaque point, changer ce qu'on ne veut pas pour faire des propositions. C'est la force de proposition des députés qui a été interpellée dans cette proposition. Et leur droit de dire leurs opinions en toute responsabilité. Monsieur le Président, les articles qui ont été affectés dans cette proposition qui concerne l'article 42, surtout l'article 42, il faut en parler parce que il concerne les mandats. Plutôt que d'augmenter le nombre de mandats, elle a eu tendance plutôt à corser ce qui est écrit pour que ce soit sans embâche. Si quelqu'un lit notre Constitution ou une loi dans ce pays et qu'il estime que ce qui est dit peut être interprété autrement, surtout dans la Constitution, notre premier devoir à chacun, c'est de trouver la façon simple dont cela peut être dit pour qu'il n'y ait pas vraiment de confusion. C'est ce qui a été proposé dans cet article 42. Article 81, tout le monde sait. En tout cas, pour 81, ce n'est qu'une réorganisation simple. Ça n'a aucun enjeu. Donc, ni l'article 42, ni le 81 ne devaient être une préoccupation fondamentale. Mais le nid même du débat, qui se trouve dans l'article 153, Monsieur le Président, c'est mon devoir et c'est le devoir de chacun de nous. J'ai posé ce qui est ma responsabilité de dire quelque chose ne va pas. De dire, si on organise, si on laisse les choses comme telles, nous risquons plus tard d'avoir des situations qui vont nous plonger dans les tensions politiques que nous avons connues. On en a eu l'expérience d'un président qui est malmené par l'Assemblée et ce n'est pas bon pour nos populations, ce n'est pas une bonne chose ni pour le développement. C'est ça l'aspect qu'il y a dedans de dire il faut faire
les législatives après les présidentielles. Ce n'était pas une recherche de gain comme certains commençaient à condamner. De dire les députés veulent gagner 4 mois. Mais nous avons été des réformateurs. J'étais là. On a diminué notre mandat de 3 mois en plein mandat. On a même réduit le mandat que vous faites aujourd'hui de 4 à 3 ans. Ce n'est pas un problème, c'est une question de réorganisation pour qu'on en finisse dans ce pays d'avoir des élections coûteuses et étalées dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour qu'on refuse, pour qu'on n'accepte pas d'aller à regarder de près et régler ce problème? Ça ne peut jamais enflammer le pays. Voilà, Monsieur le Président, ce qui est mon point de vue sur la question, et que je crois qu'en toute responsabilité, les collègues vont se pencher dessus et accorder ce que vous avez dit à l'issue de ce débat général sur le rapport tel que recommandé par la Commission. Donc, je voudrais dire que je ne vais pas me taire parce que ça peut être une dernière fois où je prends la parole sur cette question ici. Je veux remercier, Monsieur le Président, chacun de mes collègues, chacun de vous ici, chacun, pour toutes vos réactions et pour toutes les réactions que vous aurez, parce que ça va permettre de tirer des leçons sur notre responsabilité, sur ce qui est notre engagement nous-mêmes en venant ici, et également sur ce que vous entendez faire d'un Parlement, surtout enlever la peur du mot constitution. Le mot constitution devient dans notre pays ou dans des pays un problème politique, intouchable, même s'il y a des conneries dedans. Je dis des conneries. Nous avons fait des erreurs aucune constitution n'est parfaite. Elle s'adapte à l'épreuve de son temps. La constitution de 1990 est un compromis, Monsieur le Président. C'est le compromis de son temps. Aujourd'hui, plus de 30 ans, nous devons chercher le compromis de notre temps pour être dans la droite ligne du développement que nous cherchons et de l'environnement qui évolue autour de notre pays, autour de nos défis. C'est ça ce que j'appelle, Monsieur le Président, c'est ça ce que j'appelle aller de l'avant. C'est vrai, nous avons travaillé d'arrache-pied ensemble, tout le monde, et ce qui a rassuré les uns les autres, sauf ceux qui n'étaient pas convaincus, c'est que la proposition faite par le camarade, par notre collègue, ne violait aucun des fondamentaux. Et notre constitution, celle de 1990, vous savez très bien qu'elle a été créée, elle a été mise en place pour faire face à la révolution, à la période révolutionnaire, et qu'elle ne pouvait pas tout résoudre. En 2019, de la même manière, nous ne pouvions pas tout résoudre. Il y a quel mal à vouloir arranger les choses pour que ça aille mieux. Nous avons fait ce que nous pouvons faire, Monsieur le Président. C'est une opportunité que nous avons pour rectifier tout ce qui ne va pas. Et j'espère que les différents problèmes qu'on pose ça et là, si on veut vraiment y avancer, on doit pouvoir permettre que nous ouvrions le pays pour pouvoir voir sa qualité. Je ne veux pas dire la page du livre, ou je ne veux pas dire parler un mot plus malsain que ça, parce que nous sommes avec les femmes, mais il faut voir l'intérieur pour savoir ce qu'il y a. Il en va de l'intérêt de tout le monde. Il en va de l'intérêt du peuple dont nous disons être porteurs. Monsieur le Président, cependant, ce qui me gêne, c'est peut-être la malcompréhension qui est née de la proposition. Et qu'aujourd'hui, on déplore qu'un député fasse une proposition de loi et qu'il soit obligé de répondre chaque jour devant la Cour constitutionnelle sur le pourquoi il a introduit la proposition de loi. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes, Monsieur le Président. La Constitution dit que le député, c'est son travail, ça. C'est lui qui peut faire proposition de loi.
Mais il se trouve des mesures d'instruction de la Cour pour que Hassan aille toujours répondre. De quoi? Je me suis renseigné, il paraît que c'est certaines procédures. Je pense qu'après, il faut nettoyer tout ça. Qu'un député soit amené à justifier pourquoi lui, il a fait une proposition en dehors de l'Assemblée nationale. Ça me paraît bizarre, Monsieur le Président. J'entends. Je ne sais pas dans quel pays on ne cherche pas ce que un président en exercice soit en cohérence avec le Parlement. Et pour dire qu'on cherche développement. Je ne sais pas. Est-ce que c'est logique qu'on écrive des textes de loi de manière à empêcher à un chef d'État en exercice ou élu d'avoir une majorité au Parlement? Depuis 1990, j'ai entendu présidentialiste, quoi. On transporte des thèmes. Le thème ne vaut pas développement. Il faut qu'on puisse le comprendre. Quand on a dit que ce n'est pas ce qui était prévu, Nicéphore Soglo, il est encore vivant, Monsieur le Président. Quand il était devenu président, il a cherché en vain la majorité. Quand il voyait que ce n'était pas possible, il a été obligé de créer la RB. C'était pourquoi? C'était pas pour embellir quoi que ce soit. C'était pour avoir une majorité. Le président Kérékou, nous sommes là, Monsieur le Président. Nous avons souffert ici pour chercher la majorité. On l'a retrouvé avec un équilibre très mince. Le président Yaïboni, c'est non, Monsieur le Président. La majorité, on l'a cherché, on l'a perdu, on l'a cherché, on l'a perdu. Pourquoi on la recherche? Le président Talon est venu. Sans majorité, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Pourquoi veut-on nous dire que un président, ce n'est pas forcément pour avoir une majorité? Je ne voulais pas qu'on égare le peuple. Je ne vois en rien de ce que cette proposition n'est pas conforme à une bonne vision pour le développement. On dit non. Talon cherche troisième mandat. 8e législature, on était monocolore tel que les autres le disent. On aurait pu dire, Talon peut faire 10 mandats. On aurait pu le dire. Mais on n'a pas dit. On est resté là. Et aujourd'hui, on trouve que c'est aujourd'hui qu'il cherche un troisième mandat. Monsieur le Président, il y a un problème. Pour être un instrument de développement, la Constitution a besoin d'être acceptée par l'ensemble des Béninois. C'est pour ça, Monsieur le Président, que le consensus autour du processus de révision de la Constitution a été consacré. Consensus, principe à valeur constitutionnelle nécessaire dans le processus de révision. Il n'y a pas eu consensus ici sur la question. Et les auteurs ont dit eux-mêmes, s'il n'y a pas consensus, on n'évoluera pas. Au demeurant, leur chef nous a dit pas une virgule. Nous avons fait l'option de suivre le chef. Monsieur le Président, il paraît que le type de régime ne pose pas problème. Ça pose problème. La séparation du pouvoir consacre le choix de régime que nous avons fait dans notre pays. Il faut absolument que les pouvoirs soient séparés. C'est pour ça que, prévenant qu'un chef de l'État peut ne pas avoir la majorité, notre Constitution a donné au président de la République, afin de lui permettre d'exercer son pouvoir dans sa plénitude, des pouvoirs exorbitants, jusqu'à la possibilité pour lui de prendre par ordonnance un certain nombre de décisions qui lui permettent d'avancer. Rechercher
que le Parlement se mette à la traîne du pouvoir exécutif. Et pour cela, imaginez qu'on peut faire on doit faire les élections présidentielles avant de faire les élections législatives, afin que les députés se mettent à la botte, à la traîne du chef de l'État, est une faute. Et donc, cela ne saurait prospérer. Ce n'est pas une bonne chose de chercher à permuter les élections. C'est cette faute que ce projet de révision constitutionnelle est en train de commettre. Plus grave. 5 ans, c'est 5 ans. Combien ne sont pas en prison? Combien ne sont pas en exil? Combien ne sont pas en clandestinité? Et aujourd'hui, on estime que charcuter le mandat du chef de l'État, paraît-il, avec son accord, alors que lui-même dit qu'il ne veut pas une seule virgule, paraît-il avec son accord, c'est une faute, Monsieur le Président. Et donc, les fondamentaux dont on parle sont perturbés, sont dérangés. Notre groupe parlementaire ne s'associera pas à cela. Monsieur le Président, une constitution votée nuitamment et dans la clandestinité, Inch'Allah, je prie Dieu le Père Tout-Puissant de nous aider à rejeter nuitamment sa modification, mais dans la transparence. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Depuis 2016, nous assistons dans notre pays à la privatisation du système électoral. Un artificieux système partisan accompagné de l'ordonnancement d'une révision constitutionnelle et d'un code électoral en 2019 pour apprivoiser les grands électeurs, empêcher la concurrence et se faire élire ou réélire, quel que soit son résultat, est de mise. Monsieur le Président, la proposition de modification de la Constitution soumise à l'Assemblée nationale qui est en étude ce jour est techniquement nulle, politiquement sans objet. Monsieur le Président, cette proposition n'a pas recueilli de consensus érigé en valeur constitutionnelle. Monsieur le Président, cette proposition de révision de constitution modifie ou réduit le mandat du président de la République de 75 jours. Qu'est-ce que cela cache? Cette proposition, Monsieur le Président, rallonge le mandat des députés que nous sommes à 95 jours. Nous, députés qui sommes là, nous proposons qu'on rallonge notre mandat. Monsieur le Président, la Cour constitutionnelle dans ce pays avait déjà refusé qu'une mandature en cours prolonge son mandat. Et ce n'est pas bienséant qu'une mandature dise que parce que nous sommes députés, nous pouvons passer de 3 ans que nous avons à 5 ans. Si on ajoute 90 jours, ça veut dire qu'on peut passer à 5 ans. Monsieur le Président, ce n'est pas bienséant et je pense que nous ne devons pas le faire, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des collègues députés du groupe parlementaire Les Démocrates
à rejeter sans complaisance cette proposition du camarade qui est nulle et qui ne répond à aucune norme démocratique. Je vous remercie. Pour rappel, les conséquences du certificat de conformité du 1er février 2019, initié sous l'instigation de Joseph Djogbenou, ayant accouché du Parlement monocolore, restent encore gravées dans la mémoire collective du peuple béninois. Cet instrument d'exclusion, de crise et d'impasse politique meurtrière a été le premier élément de remise en cause des fondamentaux de nos acquis démocratiques depuis 1990 et la première source de compromission de la paix dans notre pays. Mieux, cet instrument a été également le déclencheur de toute la vague de réformes opérées sous le régime de la rupture, lesquelles réformes résonnent comme la source des malheurs du peuple béninois. En toute logique, les réformes politiques devaient constituer le moyen d'améliorer les conditions de nos paisibles populations. Mais ce que le peuple béninois a vécu depuis 2019 a l'air d'une expérience de mauvais goût, ce qui laisse entrevoir les dessous inavoués à la proposition de loi en examen. Monsieur le Président, les textes de loi votés lors de la 8e législature n'ont aucun mérite, si ce n'est celui de nous plonger dans un registre d'imprévisibilité législative assorti de réformes partiales, inintelligibles, obscures, mortifères, démontant par la même occasion nos acquis démocratiques conçus depuis 1990. Ainsi, la question du consensus national à valeur constitutionnelle a été démolie, ouvrant de ce fait la porte à tous les abus, dont l'une des conséquences est la révision constitutionnelle de 2019 qui a mis totalement à l'écart le peuple béninois. Et comme un crime n'est jamais totalement parfait, les initiateurs de la révision de 2019 reviennent à la charge pour parfaire le crime de 2019 et prononcer définitivement le requiem de la fin de la démocratie de notre pays, dans notre pays. Cet assaut contre notre démocratie devait susciter un élan de patriotisme et de résistance de la part de tous les députés, toutes tendances confondues, pour barrer la voie à la manipulation et à l'imposture. Le seul combat qui mérite d'être mené aujourd'hui, c'est le combat de l'intérêt général. C'est le combat du retour au consensus national, principe à valeur constitutionnelle. Le combat du rétablissement de l'état de droit. Le combat de la réhabilitation de notre démocratie. Le combat, enfin, du règne, de la fin du règne de l'exclusion et le retour de la justice constitutionnelle. Monsieur le Président, chers collègues, face à cet enjeu d'envergure nationale, je voudrais ici et maintenant inviter les députés, tous bords politiques confondus, à la prise de conscience de cet enjeu et à se positionner du côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté du peuple souverain, en faisant échec à la recevabilité de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je voudrais remercier l'honorable Hassan Seibou pour avoir initié cette proposition de loi aujourd'hui qui permet de faire ce débat, qui est un débat intéressant. La Constitution de 11 décembre 1990 était votée dans un moment de notre histoire. Le contexte a évolué entre-temps. Cette même Constitution a prévu les conditions de sa révision. Et ces conditions sont dans les articles 154 et 155, 156 de cette même Constitution. Ces conditions sont reprises en l'article 99 de notre règlement intérieur. Alors, c'est clair que l'initiative d'une proposition de loi ou de projet de loi est possible pour la révision de la Constitution en cet article 154.
Aujourd'hui, lorsque on s'insurge contre la proposition de loi de l'honorable Hassan Saïbou, je me demande à quelle fin. Puisque, comme je l'ai dit, les défis des temps ne sont pas les mêmes. En 90, c'était un Bénin qui sortait d'une dictature, un Bénin effondré qui se construisait et on allait vers la démocratie. C'était de l'euphorie. Et la loi, pour ceux qui étaient là, nous on était des enfants, était taillée sur mesure. Lorsque vous lisez cette loi, vous comprenez que la loi était taillée sur mesure. Aujourd'hui, les défis majeurs contemporains nous imposent une autre manière de réfléchir. C'est ainsi qu'en 2019, quoi qu'on nous qualifie de parlement monocolore, nous avons réfléchi, nous avons posé des pas majeurs. Que des gouvernants passés ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Nous l'avions fait. C'est ainsi, chers parlementaires, nous avons institutionnalisé la Cour des comptes, qui était quand même une exigence communautaire. Les gens avaient dit qu'il y avait une chambre des comptes à la Cour suprême, mais ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est devenu une institution de la République. Et cela répond à une exigence communautaire. Nous avons réalisé une discrimination positive à l'endroit de la gente féminine. Président, à la suite de mon collègue Abiosé, je voudrais dire qu'il est exactement 23 heures. Et nous voilà encore à l'hémicycle sous des projecteurs en toute transparence. Et je remarque que la nuit, chez nous, est porteuse de sagesse et de réflexion. Moi, je croyais qu'avec la présence de certains ici, nous ne ferions plus de vote de nuit. Je m'attendais qu'une partie de l'hémicycle se lève et disparaisse de l'hémicycle. Et nous voilà encore assis et nous y resterons au-delà de 0 heure. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la charte des partis politiques, en lien avec certaines dispositions de la Constitution de notre pays, refuse la cohabitation entre l'opposition et le gouvernement et la mouvance. Aucun opposant ne peut plus siéger au sein du gouvernement. Et de ce fait, il est tout à fait naturel que les lois qui gouvernent la République permettent au président élu d'organiser avec son parti ou son groupe de partis ou son groupe de partis politiques organise les élections couplées pour s'assurer d'une majorité au Parlement, parce qu'il ne pourra pas gouverner avec une minorité au Parlement. Le développement serait totalement compromis. Et je crois bien que c'est pour cette raison que notre collègue Hassan Saïbou a voulu régler un problème. Quand le président Hassan Saïbou a déposé sa proposition de loi, c'était que est-ce que lors des travaux en commission, on ne va pas se retrouver pour introduire des dispositions fatales
à une frange à une fraction de la classe politique. Nous avons travaillé ensemble et le résultat que nous avons eu, chacun là sous les mains, et on comprend aisément que bien au contraire, on a renforcé et martelé que désormais, plus jamais en République du Bénin, aucun humain ne peut exercer plus de 2 mandats. Aucun humain ne peut exercer plus de 2 mandats. Et on pouvait aller plus loin pour dire qu'à 95%, si on devait réviser cette disposition liée au mandat, il faut que vraiment ce soit au 9/10 des parlementaires, ou pas voire référendaires. Me référant bien sûr à l'article 4 de la Constitution de notre pays. Monsieur le Président, nous avons malheureusement recherché le consensus à travers les réseaux sociaux et dans rumeurs. On ne s'est jamais retrouvé pour savoir ce que nous voulons faire véritablement. Et quand j'entends certains de mes collègues dire un certain nombre de choses, je me dis, mais finalement, où sommes-nous? La question fondamentale était le parrainage. La question fondamentale était le parrainage. Et notre collègue a voulu définitivement régler cette question, faisant tout pour qu'au niveau égalitaire, les députés et les maires soient dans les mêmes prérequis pour parrainer un duo de candidats président de la République, vice-président de la République. Contrairement à ce que certains ont introduit en voulant que les députés de 2026 parrainent pendant que les maires de 2020 parrainent, laissant sur le carreau les maires qui seront immédiatement élus, peut-être 3 jours après comment vous appelez ça, après le dépôt des dossiers de candidature. Monsieur le Président, c'est inquiétant. Nous avons mis la charrue devant les bœufs. Nous avons beaucoup bavardé. Nous avons fait des promesses. Nous avons menti à chacun à son opinion, parce que chacun a son opinion. Hein. Nous avons menti, chacun a son opinion. Et maintenant, c'est trop tard. Parce que ce serait amer. Si peut-être c'est un consensus muet que nous sommes en train d'observer, que tout le monde va voter tout à l'heure, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez le boire. Vous allez le boire et je travaillerai pour qu'en 2026, lors des élections couplées, législatives et communales, mon parti, l'Union progressiste, le Renouveau, est à lui tout seul au moins 80% des élus députés et le contrôle de 80% des 77 communes de notre pays. Vous verrez. En ce moment, je verrai comment le BR aura de candidats à parrainer. Je verrai comment les démocrates auront de candidats à parrainer pour les élections présidentielles. Et ce serait en ce moment un autre problème que vous aurez à régler. Voilà ce qui vous attend. Et c'est pourquoi je vous invite expressément à une pause que vous allez demander, à vouloir immédiatement vous concerter pour que nous puissions voter ensemble cette révision de la Constitution. Monsieur le Président, c'est déjà heureux que le président Patrice Talon a dit sous tous les toits, de 1000 manières, ce qu'il souhaitait faire. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de réviser une constitution, mais si on s'entendait et qu'on révisait, il est preneur en tant que premier responsable de la nation, de notre pays. À notre corps défendant, nous avons le parti Union progressiste, le Renouveau, contraint le collègue Aken Atondé à introduire une proposition de code électoral qui, au lieu que la révision proposée par notre collègue Hassan Seibou permette aux députés actuels et maires actuels de parrainer les présidentielles, au lieu que ce soit ainsi, le parti a instruit instamment notre collègue Aké
que je soutiens, comme beaucoup d'autres députés de notre parti, et d'ailleurs d'autres groupes parlementaires, a introduit une proposition de code électoral où seuls les élus de 2026 pourront parrainer les prochains candidats à l'élection présidentielle de 2026. On va tous boire à la lyre. Nous allons tous boire. Votre corps, à notre corps, à votre corps défendant, on va boire. Et je suis en train de prêcher. Parlez-moi ici. Oui, oui, je suis en train de prêcher. Je suis ce que je suis. Et qu'on retenez définitivement que nous allons le regretter. Parce que nous sommes en train de mentir très sérieusement à ce peuple et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens ont parlé, les gens ont applaudi, les gens ont dit ce qu'ils veulent. Tout le monde me connaît, moi. Je suis free. En 2019, nous avons accepté de nous sacrifier. Nous avons aujourd'hui 2 mandats de transition. Le mandat de la 8e législature était un mandat de transition. La 9e législature, encore un autre mandat de transition. Ça n'existe nulle part, mais nous avons accepté ce sacrifice. Nous qui avons eu la chance de faire ce que nous avons à faire pour que nous en soyons là aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est très sérieux et il faut comprendre que, très honnêtement, les manipulations n'apporteraient rien à notre débat. Et quand vous observez dans les pays développés, ce qui se passe par rapport à la révision de la Constitution n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Toutes les constitutions sont amendées, sont révisées, sans remettre en cause l'ordre constitutionnel, l'ordre républicain quand c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le Président, voilà un peu ce que je voudrais dire et inviter tous les collègues, les 109 députés, présents ou représentés, à voter pour cette proposition de révision de la Constitution introduite par notre collègue Hassan, parce que c'est le chemin, c'est la voie qui nous permettrait de donner encore une autre orientation nouvelle et heureuse pour notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Président, remarquez que nous sommes déjà habitués à ça. Mais personne ne peut nous empêcher de nous exprimer. Donc, Président, je vous en prie, demandez à nos collègues de garder un peu le calme. Nous, on est restés tranquilles pour les écouter. Qu'ils restent tranquilles. Peut-être qu'ils vont enfin trouver un brin de lumière dans ce que nous sommes en train de dire. Je vous remercie, Président. Ceci dit, je voudrais poser une question. Qui a dit que lorsqu'un député exerce le pouvoir qui lui est conféré par la Constitution de notre pays en déposant une proposition de loi qu'il oblige forcément tout le monde à voter pour? Qui a dit ça? Est-ce que quelqu'un a dit ça ici dans cet hémicycle? Qui a dit que le collègue Hassan, si sa proposition n'est pas votée à 100%, qu'il va piquer une crise? Qui a dit ça dans cet hémicycle? Je pense que personne ne l'a dit. Donc ce n'est aucune victoire, absolument aucune victoire que de dire nous allons voter contre, nous allons rejeter nuitamment ce qui a été voté nuitamment. Chers collègues, je voudrais vous dire que la Constitution, c'est un document fondamental de tout pays. Et notre démocratie qui a démarré en 90, après la conférence nationale des forces vives, a consacré une constitution. Mais à aucun moment, les pères fondateurs même de cette constitution n'ont dit dans un document que c'était une Bible qu'ils nous ont donnée. Ces pères fondateurs, certains d'entre eux devraient même avoir honte de la manière dont, au XXIe siècle, nous traitons cette constitution. Et nous refusons de faire mieux que nos pères fondateurs. Nous refusons de faire mieux que nos pères fondateurs. Alors que ceux qui nous ont apporté ceux qui nous ont appris la démocratie, oui, je le dis parce que si on a fait démocratie, c'est parce qu'on a vu d'autres pays faire.
La France, après la révolution de 1794, vous voyez le nombre d'années que ça fait que la France a commencé son processus démocratique et en est à la 5e République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France a changé plusieurs fois sa constitution. Et à cette 5e République, qui est la 5e constitution adoptée en 1958, c'est-à-dire il y a 66 ans, cette constitution adoptée il y a 66 ans a subi 24 amendements pour son amélioration. Quand vous calculez, vous allez voir que 2 ans et demi, presque en moyenne, tous les 2 ans et demi, la constitution française subit un toilettage, un amendement pour aller dans le bon sens, pour permettre l'épanouissement du peuple français. Quand vous regardez les États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie du monde, la constitution de ce pays date d'il y a 248 ans et a subi 27 amendements. Ça veut dire que eux, tous les 9 ans, en moyenne, ils apportent des amendements constructifs à leur constitution. C'est ce que nous pensions aussi dans ce pays, à la 8e législature, en revoyant quelques dispositions de notre constitution de 90. Le Parlement, on dit, était monocolore. Si le Parlement en 2019 voulait qu'un président soit éternisé au pouvoir, on l'aurait fait. Et tout le monde aurait subi cela. On dit que la constitution là est mauvaise, qu'il faut la jeter. Mais personne, j'ai écouté tous ceux qui ont parlé. Aucun d'entre eux n'a dit qu'il faut revenir à la constitution, au texte initial de 90. Monsieur le Président, même si on leur donne aujourd'hui le pouvoir, il y a beaucoup de dispositions. La plupart des dispositions de la constitution, la constitution révisée de 2019, ils vont garder ça. Est-ce qu'ils auront le courage de chasser les 24 femmes du Parlement? Ils auront le courage de supprimer la Cour des comptes? Qui aura le courage? Qui aura le courage de supprimer le poste de vice-président quand on sait que ce poste amène une stabilité dans notre système et que même si un président venait à être empêché, son mandat sera bel et bien terminé. Nous avons constitutionnalisé le calendrier électoral et c'est ça notre mal aujourd'hui. Et pourtant c'est un choix délibéré. Et beaucoup de gens n'ont pas compris peut-être, mais ils ont compris, hein, parce que je sais qu'il y a d'éminentes personnes parmi eux, ils comprennent très bien que la constitutionnalisation du calendrier électoral, en fixant les dates des élections législatives communales et des élections présidentielles dans la Constitution, c'est pour arracher le pouvoir de convoquer le corps électoral au président de la République, pour éviter certains écueils à notre pays. Quand vous regardez l'actualité dans la sous-région, vous savez bien que ce pouvoir de convoquer le corps électoral peut mettre à mal une démocratie. Qui va venir changer ça? Vous allez changer ça? Non, je ne pense pas. Le peuple ne sera pas d'accord avec vous. Ce peuple qui a voté pour nous et qui nous a envoyés ici ne sera pas d'accord avec vous. Mais pourquoi au Bénin, là, nous ne pouvons pas... Nous nous voyons, nous sommes des amis, on se voit, on reste même des fois dans la même voiture. Et des fois, on mange ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir en personne responsable pour chercher le consensus que le chef de l'État nous a recommandé? Et c'est seulement dans la rue, c'est seulement sur les réseaux sociaux, parce que nous voulons apparaître beau, apparaître populaire. Non, ça c'est pas la popularité, c'est le populisme. Je suis désolé, c'est pas la popularité, c'est le populisme. Parce que on a beau faire ça, quand nous allons retourner devant les électeurs vont nous juger. Et les gens qui pensent qu'ils sont les plus populaires vont se retrouver encore avec les résultats qu'ils ont eu en 2023, ou peut-être moins. Oui, le consensus a été rejeté, et je le constate au nom de mon groupe parlementaire. Et d'ailleurs, je le constate au nom de la majorité, de toute la majorité présidentielle dans le pays, que le consensus a été rompu et rejeté. Je l'écris et je pense que celui qui me regarde comprend très bien.
Ce que je veux dire par là. Dans la rue, qu'est-ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, dans tous les débats? C'est parce qu'ils veulent un troisième mandat. Mais si vous avez écouté, personne n'a plus repris ce thème de troisième mandat aujourd'hui. Maintenant que nous sommes à l'hémicycle. C'est la preuve qu'il n'y a pas question de troisième mandat en réalité. Le mal est ailleurs. C'est un combat. Mais nous allons mettre fin à ce combat un jour. Parce que notre pays ne peut pas être tributaire de quelques individus qui, avec leur humeur, vont imposer à travers leur vallée tout ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, Monsieur le Président, notre collègue que je salue, que je félicite, Hassan, a déjà eu le mérite de proposer cette amélioration et que ce soit accepté ou pas, la vie va continuer normalement. Notre Parlement continuera, notre amitié ici, la convivialité continueront. Il n'y aura aucun problème à cela.